Les études le démontrent que les patients, en général, ils nous disent 50% de leurs vrais symptômes. Tu sais, chaque fois que comme des gens sortent de des téléréalités, puis là, ils font un pause, puis ils sont comme « J'ai tellement appris de choses sur moi-même! » Ben, au début, j'étais comme « Oh my God! » T'as été à une téléréalité, là, tu sais, comme t'as frenché 4 personnes, là. Le fait d'avoir grandi en tant qu'immigrant au Nouveau-Brunswick, ça n'a pas été aussi facile que je pensais. Tu sais, j'ai eu souvent des patients qui voulaient pas parler à moi, ils voulaient parler au médecin. Le système de santé est en déficience. C'est quoi ton plus grand défi en tant que médecin dans ce réseau de santé-là? Hey, welcome back, mes petits minous, sur le podcast le plus profond au Québec, entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. Merci d'être là en si grand nombre. Si c'est pas fait, prenez un petit 5 secondes dès maintenant pour vous abonner à la page YouTube et aussi de mettre un pouce, un like pour la vidéo. On fait du contenu à chaque semaine et on s'efforce de vous donner le meilleur contenu. Fait que aidez-nous à vous aider, ça va nous faire plaisir. Aujourd'hui, comment tu vas, ma belle Anne-Marie? Ça va bien, il fait chaud, il fait beau, t'as ton petit kit de sud. Pour vrai, ça va super bien. Ah ouais, je suis prêt à aller dans le sud. On est bien autour du foyer. J'espère que vous allez tout aussi bien aujourd'hui. On reçoit deux personnalités nouvellement dans le show business. Deux ressortissants de l'aventure OD. On reçoit la mythique Céline et le dieu grec, en fait le dieu marocain, Samy, qui sont fraîchement sortis d'OD, ils ont plein d'anecdotes à nous raconter. Ouais, c'était vraiment un podcast, c'était le fun, c'était plaisant. Deux super belles personnes qu'on gagne à apprendre à connaître. On a parlé, my God, on a parlé de oui, un peu leur parcours OD, après OD, qu'est-ce qui s'en vient pour eux, mais on a parlé de plein d'autres choses comme la différence entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. Et de leur profession, parce qu'elle est infirmière, lui, il est médecin. Puis, je veux dire, la mission du podcast étant de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes, parce que oui, il y a des différences biologiques, mais aussi des différences sociologiques, il y a des différences dans ce milieu-là qui ont été vraiment très intéressantes à découvrir aujourd'hui avec eux. Exactement. Puis aussi, on a fait un délicieux segment Patreon où on parle de leur sexualité en tant que médecin, en tant qu'infirmière. Qu'est-ce qui peut se passer à l'hôpital? Des fois, il y a des affaires spéciales qui se passent là. C'est vraiment, vraiment nice comme contenu. Fait que venez nous rejoindre sur Patreon. Puis il y a une multitude de contenus exclusifs aussi que vous pouvez aller voir. Gâtez-vous et ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Exactement. Puis j'allais dire, quand tu parles de choses délicieuses, eh bien, ça m'amène à remercier notre commanditaire, Salvatore, Pizza Salvatore. Tu es-tu en train de parler de la meilleure pizza au monde? Absolument. Oh yeah! Pizza Salvatore, 75 succursales à travers le Québec. Fait qu'il n'y a pas de raison que tu puisses pas manger de la bonne poutine ou de la bonne pizza Salvatore, mon minou. Avec le code promo Elle et lui 15% de rabais sur tout, votant sur l'application. C'est facile, c'est easy going, comme dirait grand-maman. Puis à part de ça, ils sont sur Skiplelicious, DoorDash, Uber Eats, sont en livraison, sont partout. Party let's fucking go, on drop le jingle, on se revoit à l'autre bord. Puis si tu veux plus de contenu, c'est sur Patreon que ça se passe! Puis il y a du stock sur Patreon, fait va nous rejoindre là-bas. Ah, Chris, que oui. Bye. Welcome back, mes petits binous. Re-bienvenue sur le podcast le plus profond au Québec, entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. Aujourd'hui, on a deux invités où ce que leur vie a récemment changé, qui ont fait Occupation Double. On reçoit Céline et Samy. Comment vous allez? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. Très bien, merci. Je suis très content d'être ici. Merci d'avoir fait la route du Nouveau-Brunswick pour toi et toi de Québec. Exactement. Let's go, mais vous êtes deux New Brunswickois. Exact. Presque born and raised. Presque. Comment ça, presque? Je suis arrivé quand j'avais 5 ans. OK. Jusqu'à mes 19 ans. T'es né où? À Casablanca, au Maroc. OK. Fait que t'as une nationalité... Marocaine. Un peu d'épices dans... OK. Ça a été quoi de te retrouver au Nouveau-Brunswick? Vous, hein? Tu pars du Maroc? Grosse différence. Probablement pire pour mes parents que moi. Là. Moi, j'avais 5 ans avec un enfant. Tu l'amènes un peu partout puis il s'adapte. Là, mais c'était une adaptation quand même. Là, l'accent, la culture, les mœurs. C'était pas pareil. Là. Je m'adapte encore, je pense. Est-ce que... Pourquoi le Nouveau-Brunswick?
si je peux me permettre la question. Une question de circonstance. Là. Mes parents avaient croisé des gens à Casablanca, qu'eux, ils allaient au Nouveau-Brunswick, puis ça facilitait les choses pour le travail. Genre. OK. Vous avez fait OD, il y a beaucoup de monde qui vous connaissent, mais pour ceux qui vous connaissent pas, on va faire une petite présentation chacun pour vous puissiez vous présenter afin de savoir qui vous êtes. On va commencer par toi, Céline. Excellent. Moi, c'est Céline. Céline pour les intimes. J'ai 22 ans. Je suis originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je suis récemment diplômée en juin dernier de mon baccalauréat en sciences infirmières. Félicitations. Merci. Fait que je travaille dans le département de l'orthopédie. Fait que ça, c'est les os, chirurgie, ça bouge. Je pense que ça va bien avec ma personnalité. Je suis quelqu'un de plutôt dynamique. Fait que, ouais, c'est pas mal Ton ça. plus gros défaut? Mon plus gros défaut, je parle plus que j'écoute. C'est quelque chose que je travaille beaucoup. Au moins Facts. t'es consciente. ouais. Facts. Ta plus grande qualité? Je suis très empathique. Je m'adapte à toutes les situations. C'est-tu difficile d'être empathique quand t'es infirmière? Ça doit être tough. C'est sûr qu'il faut apprendre à comme laisser les choses au travail parce que si tu l'amènes à la maison, oui, ça peut être tough, je vais te dire ça. On va pouvoir en reparler des soins infirmiers. Toi, mon minou, présente-toi. Moi, c'est Samy. J'ai 28 ans. Je suis médecin de famille depuis juin 2022. Comme j'ai dit tantôt, je suis né au Maroc, grandi au Brunswick, puis depuis l'âge de 19 ans, je suis à Québec pour faire mes études en médecine. Puis là, je me suis installé là. Je suis tombé en amour avec la région, puis vraiment les gens de Québec aussi. Salut. Mais sinon, mon plus gros défaut, Ouais, c'est pas ouais. intéressant. J'essaie trop de faire de choses en même temps. Ok. Je dis oui à tout, j'essaie de placer tout en même temps. Finalement, je finis par décevoir les gens, puis T'es-tu comme un people pleaser? un peu trop. OK. Un peu trop. Il faut travailler là-dessus. Sinon, Plus grande qualité? ma plus grande qualité, je pense que je suis quelqu'un de serviable. Je suis là pour mes gens. Puis ça me fait plaisir de... on dirait que ma perception de ma vie, c'est qu'on m'a tellement donné de choses que c'est la moindre des choses que j'en redonne. Fait que j'essaie d'aider tous mes potes le plus possible, I guess. Ben, je pense aussi la dévotion, c'est une qualité que tu aurais d'être médecin. Je pense que c'est dévouer sa Ouais. vie aux autres. Fait que je te lève mon chapeau Ouais, pour ça. Merci beaucoup. Ton beau chapeau aujourd'hui, Frank. Ouais. Je m'excuse, je dois faire une parenthèse, là. Ouais, Je aujourd'hui. sais pas si tu filais sud aujourd'hui, Ah ouais. là. Avec la Je- plante en arrière, c'est les lunettes. Ouais, ouais, j'étais c'est- supposé de partir au Mexique, puis là, ça a choqué. Fait que là, je me console avec mon drip. C'est bon. C'est pour ça qu'il fait chaud. Là. Ouais, ben, il fait tout le temps chaud C'est le feu ici. de foyer. Ah. Fait que là, on passera pas par quatre chemins. Vous venez de sortir d'OD. C'est quoi votre nouvelle vie? J'aimerais ça que vous nous expliquiez ça. On va parler d'OD, oui, mais tu sais, là, vous passez de inconnu à connu. Vous vivez ça comment? Pour la plus grande partie, je trouve que c'est pas mal positif pour Samy et moi. Je pense qu'on a bien paru à la télévision, puis c'était vraiment un portrait authentique de nos personnes. Fait que, tu sais, la plupart des rétroactions que j'ai eues à date, c'est positif. Les gens sont vraiment gentils. Puis je trouve que c'est quand même différent, par exemple, la dynamique au Québec puis la dynamique au Nouveau-Brunswick. Les gens, je pense, par chez nous, puis tu sais, moi, je me considère de là-dedans, on est plus gêné. Tu sais, mettons, je vois une personnalité connue en public, je vais pas nécessairement aller leur parler, mais ici au Québec, comme, tu sais, les gens viennent me voir, puis au Nouveau-Brunswick aussi, mais juste moi. Fait que je pense que comme la routine au Nouveau-Brunswick, c'était un petit peu plus normal de revenir. Puis est-ce que t'aimes mieux ça ici ou là-bas? T'aimes-tu mieux être reconnu puis être dérangé ou t'aimes mieux être tranquille, mettons? Je verrais pas vraiment ça comme déranger. Je trouve les gens, c'est plus comme avoir une belle discussion. Comme que j'ai dit, j'adore de parler. Fait que moi, ça me fait plaisir chaque fois que Fallait quelqu'un avoir. chaque fois que quelqu'un vient me voir. Mais c'est sûr, quand même, je trouve que c'est un retour aux sources. Tu sais, c'est ma petite place avec mes amis. Je connais comme beaucoup de monde. Tu sais, c'est sécurisant, je trouve, de retourner au Nouveau-Brunswick. OK. Puis toi, mon Sam? Moi, c'était un bon retour aussi. Là, de ce qu'on a montré à la télé, on a bien paru. Là, c'est quand même le fun. Là. Je pense pas que cette année, il y a des gens qui ont tant mal paru. Là. Je pense qu'ils ont fait ça assez liché. Il n'y là. avait pas intérêt non plus Non, avec c'est ce qui ça, s'est passé l'année Fait que, tu sais, passée. l'expérience de télé-réalité, bon, est relativement positive. C'est juste, pour moi, c'est spécial un peu parce que je suis on est tous la même personne avant qu'après. Juste de me faire reconnaître dans la rue, des gens qui me demandent des photos alors que
Tu sais, j'ai rien fait, là. On n'est pas des artistes, on n'a pas changé le monde. Fait que c'est ça qui est spécial. C'est sûr que c'est flatteur, mais c'est un peu... on a un peu le syndrome de l'imposteur, là. Le monde, pourquoi ils viennent me voir, moi, tu sais? Leur photo, elle vaudra rien dans 2 mois, là, tu sais. Ouais, je comprends. C'est un peu ça, mais les gens sont tellement gentils, ça me fait plaisir de leur parler. Puis, non, honnêtement, c'est le fun. Je reçois des messages de jeunes immigrants marocains qui voudraient faire des études en médecine ou qui se questionnent comment je me suis bien intégré au Canada. Fait que c'est le fun de... c'est ce que j'aime le plus, tu sais, d'essayer de parler à des gens, tu sais, de les rassurer aussi. Je l'ai pas eu facile non plus. Ça paraît bien, c'est le fun, mais ça a été longtemps difficile pour moi aussi. Fait que c'est le fun d'avoir un petit impact sur des personnes, mais c'est spécial, là. C'est spécial. Puis c'était comment? En fait, c'est la première fois qu'OD avait un médecin. Ouais. Moi, je suis vraiment curieuse. C'est toi qui avais fait les auditions l'année passée. Puis... Ouais, c'est moi. OK, c'est ça. Je t'avais vu dans les auditions, puis j'étais comme, il y a un médecin qui a fait les auditions pour OD. Cette année, tu l'as fait. Est-ce que tu avais peur d'être jugé par ta profession? Est-ce que, tu sais, il y a un ordre? Ouais. Comment... Explique-moi un peu cet aspect-là. C'est sûr que dans les mois avant, ça a été un gros stress pour moi de me questionner. Bon, qu'est-ce que le Collège des médecins va dire? Qu'est-ce que mes collègues vont dire? Puis moi, j'ai parlé avec le Collège des médecins plusieurs fois avant d'y aller pour pas arriver là YOLO. Là. Fait qu'il fallait savoir à quoi je m'exposais comme risque. Puis au final, je suis pas un grand anticonformiste, là, mais je me suis toujours senti un peu différent du fait d'avoir grandi au Nouveau-Brunswick. On était la première famille d'Arabes là-bas. Puis là, en médecine, je suis un peu... je suis pas le tu sais, j'adore mes collègues médecins, mais je suis pas le commun des médecins en général aussi. Fait que je me suis dit que moi, je voulais aller là. J'avais mes raisons. Ça fait 7 ans que je suis célibataire. Je voulais apprendre sur moi. Je voulais vivre une expérience unique. Fait que je me suis dit, que les gens me jugent, c'est correct. Là. Moi, j'y vais parce que je veux vivre une expérience. Je sens que j'en ai besoin. Puis c'est sûr que ça m'a joué un peu dans la tête des fois, mais au final, très, très content d'y avoir été. Là. Puis je te pose cette question-là parce que, tu sais, de mon côté, avec mon bac en sexo, tu sais, ils nous ont tellement mis dans la tête, dans nos cours de déontologie, d'éthique et déontologie, de si tu vois une de tes clientes, mettons, tu fais de la consultation, tu vois une de tes clientes dans un party, il faut que tu t'en ailles. Tu vois une cliente dans un restaurant, il faut que tu t'en ailles. Il ne faut jamais que tes clients soient exposés à ta vie personnelle d'aucune façon pour pas qu'il y ait de billets. Mais après ça, tu sais, je me questionne. Puis moi, j'ai de la difficulté à partager ma vie privée sur les réseaux parce que je fais de l'éducation et tout ça, mais t'avais pas peur justement du regard de tes patients? Parce que tu fais de la médecine, t'es médecin de famille? Oui, exact, tout à fait. Est-ce que ça te jouait dans la tête? Honnêtement, pas tant. Pas tant. J'avais pensé beaucoup avant, mais là-bas, pas trop. Je suis quand même une personne relativement posée, calme. Je savais que j'allais pas être chaud à la télé, j'allais pas dire de conneries. Je suis quand même un gars un peu réfléchi. Fait que on dirait que ça me... Oui, c'est ma vie privée, mais c'était pas si intime que ça. C'était... Je sais pas. Puis moi, je me disais, bon, pourquoi pas montrer que les médecins aussi, on est le fun, on n'est pas juste sérieux à vous juger. Moi, il y a tellement de patients qui me disent, c'est le fun d'avoir un patient jeune parce que là, ils peuvent me parler plus de leurs habitudes sexuelles ou leurs habitudes de fin de semaine, de consommation, plus ouvertement. Comme ça, on peut mieux les traiter. Puis les études le démontrent que les patients, en général, ils nous disent 50% de leurs vrais symptômes, ils nous les disent. Fait que c'était un peu ça que je me dis, bon, ben, tu sais, avant d'être médecin, on est humain. Nous aussi, on fait des conneries quand on est jeune ou moins jeune. Fait que c'était d'apporter ça un peu aussi. Là. Ça démocratise la profession. Exact. Puis, tu sais, moi, ce que j'avais comme le Collège des médecins, ce qu'il m'a dit, c'était de montrer l'exemple, puis de pas rien de faire de stupide. Fait que je pense que c'est ce que j'essaie de faire le plus possible là-bas aussi, là, en essayant de trouver l'amour, là, naturellement. Malheureusement, mais là, vous êtes souvent ensemble, hein? Je pense, quand vous êtes souvent invités ensemble. C'est-tu comme Dadon? C'est-tu... Je pense qu'on est rendu comme un package deal un petit peu. Ouais. Pourquoi vous pensez? Ben, on a fini l'aventure ensemble. Puis on s'entend super bien. C'est comme ma petite sœur. Puis aussi, on est comme aux opposés un peu. T'sais, elle est plus funky, elle est super drôle, énergique et bubbly. Puis moi, je suis un peu plus réservé, calme. Puis je trouve qu'on se complète bien parce que je sens qu'on s'amène l'un vers l'autre vers... Le yin et le yang. Exact. C'est ça. Toi, tes objectifs pour aller à OD, c'était quoi? Trouver l'amour? Devenir connu?
Moi, c'est un petit peu comme Samy. J'ai été célibataire pour longtemps. Je suis quelqu'un qui, tu sais, ça me prend beaucoup pour m'attacher à quelqu'un. Tu sais, j'ai le hic vraiment vite. Puis, veux pas, tu sais, le Nouveau-Brunswick, j'adore les gars du Nouveau-Brunswick, mais c'est une petite place. Puis, tu sais, on dirait que je voulais étendre mes horizons puis voir. Puis aussi, c'est ça, un petit peu sortir de ma zone de confort, vivre une nouvelle expérience tout en trouvant l'amour. Je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des super belles amitiés. Fait que non, vraiment, le fait d'être connu puis tout ça, c'était pas... Moi, je pensais que je sortais d'eau des figurantes. Fait que ça va juste pour dire. Puis quand vous êtes inscrit, mettons, toi, tu l'as fait l'année passée, est-ce que vous aviez une crainte par rapport à ce qui s'était passé l'année passée ou est-ce que, tu sais, il y en a qui sont sortis vraiment détruits au niveau image? Est-ce que vous étiez conscient de ça ou vous y allez aveuglément ou vous faisiez confiance à la prod? Ben, c'est sûr que je suis quelqu'un qui me soucie beaucoup, probablement trop de ce que les gens pensent de moi. Fait que j'étais comme, il faudrait vraiment que je me croise les doigts, que je sorte bien à la télévision. Mais je pense qu'à la base, je suis quelqu'un qui est très amical. Je me souviens vividement d'avoir dit dans une de mes auditions, j'aime pas du drama. Je suis pas une personne qui aime la chicane, puis ça, fait que moi, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, ils vont pas me prendre. Fait qu'au moins, j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, je pense pas que je sortirais négativement, fait que je crois pas que c'était une crainte. Aussi, pendant les auditions, cette année, il en parlait qu'il voulait changer le profil de candidat aussi. Puis, fait que c'est ça, on en a parlé pendant les auditions. Ils m'ont même dit qu'ils se questionnaient si j'étais pas trop plate pour aller là. Ouais, mais... T'ont dit ça? Ouais, je pense 2 fois même. Mais Deux fois. 2 fois. Pour te challenger, quoi? I guess, c'était bien. Je On pense disait, mais que t'es oui. pas trop plate, là. Parce que j'ai parlé je sais pas si on a le droit de dire ça, là, mais comme, mettons, je parlais à beaucoup de monde, puis je pense dans les auditions, il disait la deuxième, en tout cas, il disait des affaires crues, genre, pour comme... pas provoquer, mais comme genre nous déstabiliser un petit peu puis voir qu'est-ce qu'on allait dire. Tu sais, mettons, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, toi, t'es Gémeaux, hein, ça veut dire t'es 2 faces. » Puis j'étais comme « Oh! » Comme, tu sais. Mais c'est ça, je pense qu'ils cherchaient vraiment des candidats qui étaient vraiment là pour l'amour. Puis on le voit là, cette année, il n'y a pas d'influenceurs, il n'y a personne qui était bien connu avant ça. Là, fait que il y avait ça qui me rassurait un peu. Là. Ouais. Puis parlant de ça, on en parlait un peu avec notre technicienne ici, réalisatrice. Tu sais, je trouve que, puis je sais pas, ce qu'on a vu un peu du show cette année, c'est que les filles ont un peu, selon moi, pris le lead dans la game ou dans le jeu, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça vous aussi, mais j'avais l'impression que les filles étaient vraiment comme cette année. Je vous trouvais bonne. Tu sais, vous preniez votre temps. Vous alliez en date, puis vous n'étiez pas dans le infatuation. Tu sais, vous n'étiez pas dans l'illusion. Ou c'était pas, on n'était pas dans on remplit les vides avec de l'information qu'on n'a pas. On va vraiment chercher l'information. On prend notre temps. Puis je trouvais que c'était différent des autres années. Puis je trouvais que les filles faisaient ça davantage que les gars. Puis on dirait que ça vous donnait justement un avantage. Un mot que j'ai beaucoup aimé qu'on utilisait dans la maison des filles, c'était le mari de la journée au début. Puis je pense que ça, c'était cool parce que ça nous donnait comme la possibilité d'explorer plusieurs connexions. Puis tu sais, mettons, de dire comme, c'est correct que comme le premier gars que tu parles là, comme ça sera pas le tien. Tu sais, mettons, Rebecca, au début, elle parlait avec Anthony, puis tu sais, elle a exploré ça, puis elle a vu, tu sais, hey, sa connexion avec Matt Peace, c'était meilleur, fait qu'elle a allé vers ça. Puis je trouve que comme, tu sais, quand t'as dit prendre notre temps, puis vraiment analyser comment on se sentait, puis ça, je suis d'accord avec toi, je trouve que ça a vraiment bien été fait cette année. Trouvais-tu que c'est un peu la même chose du côté des gars? Je trouve qu'on l'a peut-être un peu moins vu, je sais pas. C'est peut-être au niveau des gars, on avait moins de discussions deep, surtout par rapport aux filles. Là, c'était assez succinct, là, je dirais. Là. Je pense, mais c'est vrai, on l'a vu du côté des filles. Les filles, en général, dans la société, ont plus de la capacité à s'exprimer, de parler de leurs émotions. Puis on l'a vu dans le show un petit peu. Puis il y a certains gars qu'on a essayé d'en parler un petit peu, mais c'est sûr que c'est pas facile non plus. Là. Puis, est-ce que depuis que vous êtes sortis, est-ce que tu as l'impression que ça t'ouvre des portes? Parce que là, tu dis que ça fait 7 ans que tu es célibataire, 8 ans. Est-ce que ça t'ouvre des portes? DM, mon milieu, c'est ça qu'elle veut dire. Un petit peu. Okay. Un petit peu, I guess. Mais je suis plus dans le... C'est drôle, j'allais dire plus dans les rencontres organiques, mais j'étais à OD. Fait que c'est paradoxal. Ça sera plus organique. Non, mais en même temps, c'est que
tu sais, des DM, tout ça, c'est pas mon. J'aime pas parler avec quelqu'un sur les réseaux. Il y a plein de filles intéressantes qui m'ont écrit, mais c'est que je suis pas quelqu'un qui aime parler sur les réseaux. Fait que je me dis, bon, la vie va juste suivre son cours, puis je vais rencontrer quelqu'un éventuellement dans des soirées ou en courant, je sais pas, là, tu sais. Mais on verra bien. OK. Quelle est ta fille idéale? Parce que moi, je trouve là, que t'as passé comme un gars. Vous connaissez les styles d'attachement? Ouais. Vous avez probablement un style assez évitant, tous les deux. Tu sais, t'as le hic facile. J'ai l'impression que toi aussi. J'aimerais ça savoir. Ça, c'est le coup de foudre, ça? Non, le contraire. le hic, c'est comme un gars qui fait quoi? Excuse-moi, j'ai pas mon micro. Le hic, c'est comme quand tu fais quelque chose d'un petit peu malaisant, comme mettons, t'es à la table de souper à un resto fancy avec un gars puis il se commande un verre de lait, ben moi, ça me donnerait le hic. Oh, ouais. Mais actually, moi, j'ai checké. C'est un deal puis- breaker? La glace. Oui, un petit peu. Direct, là. bon. Tu lui donnes Ben, pas une autre du chance? lait, c'est comme... Ben, Chris, il va avoir des os Sorry, en là. santé. Et si j'ai des commentaires de hate pour Manque ça... de calcium, là. Oui, mais regarde, un verre de lait avec... Un bon je sais vieux pas, spag. à un restaurant. S'il y a de l'ostéoporose. Hey, ah, le OK, pauvre ben petit. là, regarde, Samy prescrira Ouais. du calcium, là. Mais ça, c'est un gros problème. Anecdote drôle, quand on est arrivé au Canada, puis on invitait des amis, mes parents, on invitait des amis à souper, puis ils prenaient du lait avec un spag ou de la pizza. Ça, c'était un gros choc culturel. Nous, au Maroc, on fait pas ça. Puis je suis d'accord, mais je te comprends. Ouais. Mais actually, moi, mon style d'attachement, excuse-moi, Samy, je te coupe. Je veux pas te couper. Ben non. Je suis habitué. Tu dois avoir quand même du sécure. Moi, je pense que j'ai un petit peu... Je travaille dessus, mais c'est plus comme anxious attachment. Oui. Comme, mettons, quand je suis vraiment intéressée par quelqu'un, là, on dirait que comme... des fois, un petit peu trop, là. Là, oh, excuse-moi, vas-y. Ça tourne dans ta tête. C'est ça. Je suis vraiment une rumineuse. De ton côté? Ouais. Mais là, j'aimerais savoir pourquoi tu trouves que je suis plus dans l'évitement. C'est vraiment plus. Puis, tu sais, souvent, notre style, il va être un peu différent quand on date puis quand on est en relation, parce que quand on est en relation, on a des triggers qui sont activés. Mais pourquoi? Écoute, puis c'est vraiment, là, c'est de la psychologie à deux scènes, là. Ça a rien à voir, là. Juste parce que, ben, en fait, ben, je trouvais que t'avais... Non! Ben, t'avais le hic facile, je trouvais. Puis je me disais, tu sais, t'es vraiment dans l'analyse, tu dis, OK, non, ça me conviendra pas. Puis c'est comme si la barrière, elle vient de tomber là. C'est vraiment une analyse boboche, là. Non, je comprends. Mais c'est. Honnêtement, je suis pas un expert non plus, mais je pense que c'est une question aussi de. Moi, c'est vraiment une question de vibe. J'ai de la misère à comme développer quelque chose avec quelqu'un rapidement. Fait que soit un coup de foudre ou que ça me prend des mois. Fait que c'est sûr qu'à OD. C'est ça. Ça, tu l'avais dit dans le show, puis ça m'avait allumé une lumière de c'est quelqu'un qui se laisse pas aller facilement dans ses émotions, c'est quelqu'un qui s'ouvre peut-être pas aussi facilement, qui prend son temps parce qu'il a peur d'être déçu. C'est une belle piste, mais je pense pas, honnêtement. OK. Je pense que c'est vraiment juste mon attachement se développe au long cours, à connaître la personne, à la côtoyer, en la voyant dans des contextes sociaux différents, en faisant du sport. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais les filles qui m'ont intéressé, c'est rarement du premier coup. OK. C'est en les côtoyant, des amis d'amis qu'on se revoit après 12 mois ou après 1 an et demi, puis je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. 12 mois. Ouais, je sais. Je sais pas. 1 an, on peut dire 1 an. Non, mais c'est ça, on dirait que ça se développe vraiment. Fait que OD, c'était. Si j'avais pas le coup de foudre, ça aurait été difficile pour moi vu qu'on passe pas tant de temps ensemble. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je l'ai dit à. Excuse-moi, j'ai coupé. Non, Mais mais j'allais j'allais dire- pas parler. Puis c'est rien contre Céline, mais je l'ai dit à Céline, quand je l'ai rencontrée, je la trouvais pas attirante physiquement pour moi. OK. Mais plus que mais attends, une belle nuance. Puis plus que j'ai passé du temps avec elle, puis là, c'était dans la maison des exclus, puis là, je la regardais, je me disais, mais c'est ultra joli. Mais c'est que mon attachement, il vient de là. Mais tu sais, c'était zéro attirance, tu sais, de point de vue relationnel, c'était vraiment amical. Mais c'est quelque chose qui me prend souvent du temps à développer. Je sais pas pourquoi. Mais je suis capable de faire un lien avec ce que tu dis, puis je suis un petit peu comme ça. C'est rare que je vais, mettons, sortir dans un bar ou que je vais, tu sais, être à quelque part, puis que je vais voir un gars, puis je vais faire « Wow, ce gars-là, il est vraiment beau ». On dirait qu'il faut que je parle à la personne pour éventuellement la trouver comme la plus belle sur la planète, là. Tu sais, c'est vraiment rare que l'attirance physique, elle se fait instantanément pour moi aussi, fait que je comprends. C'est vrai que la personnalité, comme on dirait, finit vraiment comme le portrait. Tu sais, Ouais. tu peux avoir comme la personne la plus belle physiquement au monde, mais c'est vraiment pas une
bonne personne ou quelqu'un qui est vraiment pas gentil, puis on dirait que comme C'est fini. C'est plus beau. ça les Ouais, enlaidit exact. un petit peu, je sais pas, comme on dirait dans ma tête, fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire avec ça, comme, tu sais, quand tu vois vraiment la personne dans un contexte interagir avec les autres, puis ça, c'est là où est-ce que, comme, tu peux vraiment faire comme le portrait complet dans ta tête, puis vraiment voir si c'est comme un match. Fait que c'est quoi ton homme idéal? Mon homme idéal. Parce que là, Samy le sait. on ouvre les DM, là. Comme personnalité, je dirais, c'est sûr que comme quelqu'un qui est drôle, moi, je suis vraiment une qui est comme goofy, puis j'aime vraiment niaiser. Mais aussi, je pense, quelqu'un qui est capable de comme être ouvert d'esprit à parler. Tu sais, j'ai déjà sorti avec des gens que comme, on dirait qu'il fallait toujours que je marche sur des coquilles d'œufs pour pas dire la mauvaise affaire, pour comme, tu sais, qu'ils se vexent ou qu'ils se choquent. Puis j'aime tellement ça que comme une personne qui est capable de dire hey, excuse-moi, je suis comme I'll do better next time, je savais pas que ça te dérangeait ça. Tu sais, comme moi, je suis capable de faire ça, fait que j'aime d'avoir quelqu'un qui peut faire ça aussi. Fait que ça, je pense que c'est mon genre de gars. Mais physiquement, Ouais. j'aime les brunettes. Au-dessus de 6 pieds 2 qui joue au hockey. Ah, OK. Ça aide un peu. OK, ça aide. Toi, ton genre de cocotte, c'est quoi, mon minou? Mon genre de femme, j'aime vraiment les femmes brillantes. Ça, c'est, je pense, mon critère numéro 1. Ben, critère, on dit ça, mais c'est pas... je suis pas en train de cocher des trucs, là, mais a posteriori, quand je regarde des filles qui m'attirent, c'est souvent des filles qui s'expriment bien, qui sont cultivées ou qui ont une certaine curiosité intellectuelle, qui veulent apprendre continuellement. J'adore en même temps qu'ils soient drôles, qui se prennent pas au sérieux. Parce que la vie, au final, on est une personne sur 8 milliards, puis on n'est pas grand-chose au final. Là. Fait que j'aime les gens qui sont passionnés, mais qui peuvent prendre un pas de recul puis réaliser que la vie, on est rien, là, en fait. Mais c'est ça, fait qu'une fille brillante, drôle, qui se prend pas au sérieux, qui aime faire du sport. Pour moi, le sport, j'en fais à chaque jour, fait que c'est partie intégrante de ma vie. Déjà, c'est un peu le top 4 là, de mes qualités, je dirais. Et physiquement? Physiquement, il n'y a pas de style nécessairement physique. Oui, il y a. Non. Oui, il y a. Ah Ben, ouais? Oui, il y a. un critère que je sais. C'est quoi? Ah oui, oui. J'ai vraiment un thing pour les filles en bas de 5 pieds 4, par contre. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Je trouve que sont tout petites, sont super cute. Et c'était J'aime call-out ça. season. Là. Ah, je l'ai dit à la télé en plus, ça, c'est vrai. Mais ouais, mais tu sais, c'est correct, là, je peux aller à 5 pieds 5, là, c'est pas ce qu'il y a. Là, mais... C'est très drôle. Exact. Céline, c'est à quel moment dans OD que tu as compris que tu trouverais pas l'amour? Ça a-tu été rapide ou... Je dirais probablement mon premier feeling de ça, c'était autour de la semaine 3. Puis pour vrai, c'était tough, tu sais, comme... C'est rapide. J'aimerais dire comme, tu sais, ça me dérange pas, non. Puis à la fin, j'étais vraiment en paix avec ça, mais t'es comme à un dating show, puis t'as pas de date. C'est comme, tu sais, c'est ça qui est le gros sujet de conversation tout le temps. Tu sais, tout le monde parle de leur boy, puis tu sais, moi, j'étais comme... Pourquoi, comme, qu'est-ce qui se passe avec moi que les gens sont pas intéressés dans moi? Mais c'est après ça, tu sais, j'ai beaucoup parlé avec la psychologue. On est vraiment chanceux à OD qu'on a une psychologue qui nous encadre, puis elle est vraiment formidable. Puis, tu sais, elle a dit, tu sais, Céline, donne un sens à ton aventure. Tu sais, que peut-être que ça sera pas trouver ton soulmate, mais ça sera peut-être quelque chose d'autre. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que je me suis vraiment laissée aller, puis j'ai dit, garde, c'est correct. Moi, je suis amie avec tout le monde m'apprécie, j'ai du fun. Puis, tu sais, après ça, j'ai quand même comme eu des super belles discussions avec Jay, avec Samy, entre autres. Puis, tu sais, là, c'est quand même fini en amitié, mais à ce moment-là, tu sais, je voyais, c'était pas parce que comme il y avait personne qui était intéressé par moi. Tu sais. C'est quoi le sens que tu as donné à cette aventure-là? C'est l'amitié? C'est... Je dirais l'amitié, puis aussi comme juste d'avoir du fun de ma propre façon. Mettons comme, tu sais, les 5 à 7 puis les parties, ça peut être vraiment, je sais pas comme, qu'est-ce qu'il est le mot en français, mais comme isolating. Si t'as pas comme ton top 1 ou quelqu'un à parler, parce que veux pas, as much que les gens t'apprécient puis veulent te parler, ils veulent parler à leur
personne à eux, tu sais. Puis c'est tellement des temps limités qu'on est ensemble. Fait que c'était souvent pendant ces 5 à 7 puis ces parties-là que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Ben là, j'ai commencé à faire comme on le voit dans l'épisode que moi puis Marie-André, on fait une entrevue avec Matt P dans le banc. On faisait comme dans le banc avec Céline. Puis tu sais, je m'amusais. Puis honnêtement, je pense que c'est là où est-ce que j'ai été comme le plus fière de moi parce que j'ai laissé aller, mettons, mes attitudes du passé de comme m'apitoyer sur mon sort. Puis j'étais comme, hey, garde, là, je suis en Espagne, je suis avec des bonnes personnes, on a du fun, comme, who cares, là, si que j'ai pas un gars. Puis je trouve que comme ça pourrait probablement, tu sais, rejoindre aussi des personnes dans le public, tu sais, mettons au Québec, au Nouveau-Brunswick ou wherever qui gardent OD, tu sais, les filles qui n'ont pas nécessairement de chum, leur dire, hey, c'est correct, là, d'être single, puis ça veut pas dire qu'il te manque quelque chose ou ta vie va pas être complète une fois que tu as un chum, tu sais, ta vie est complète quand tu es complète avec toi-même. Puis, tu sais, mettons des filles qui se font tout tanner au party de Noël, quand est-ce que tu vas amener un chum, comme non, tu sais, comme, non, comme c'est correct, là, d'être single. Fait que je pense que c'est ça, le sens que j'amène à mon aventure. Puis je pense que c'est vraiment réussi parce que, tu sais, t'en parles, puis j'aurais pas pu m'imaginer, moi, en tant que téléspectatrice, que t'as vécu ces émotions-là. Tu sais, on te regardait, t'as un petit rayon de soleil, puis à la fin de la journée, t'as aussi t'as conquéri le cœur du public parce que t'as gagné le prix du public. Fait que non, je trouve ça vraiment beau, puis je pense que c'est vraiment ce qui a été projeté de toi à la télé. Fait que bravo pour ça. Crème, c'est du cheminement, hein? Ouais, vraiment. Je comprends finalement, tu sais, chaque fois que comme des gens sortent de des téléréalités, puis là, ils font un pause, puis ils sont comme, j'ai tellement appris de choses sur moi-même. Ben, au début, j'étais comme, oh my God, avant d'aller à OD, là, j'étais comme, t'as été à une télé-réalité, là, tu sais, comme t'as Frenché 4 personnes, là, c'est quoi? Mais ça, je le vois comme, tu sais, t'as tellement de temps à OD, tu sais, temps d'attente, sans distraction, tu sais, t'as pas ton téléphone pour scroller sur TikTok pour 2 heures, comme, t'es vraiment dans un état pur de juste pas avoir de distraction, puis c'est vraiment des temps que tu peux faire de l'introspection sur toi-même, de vraiment mettre le doigt sur comment tu te sens, analyser tes émotions. Fait que je comprends qu'est-ce que les gens veulent dire par le cheminement personnel qui vient avec ça. Puis je suis sûre que Samy, toi aussi, on s'est déjà partagé comme on a vraiment appris des choses sur nous-mêmes. Oui, tout à fait. Ouais, de ton côté? C'était quoi la question? Ton plus grand apprentissage dans l'aventure? Mon plus grand apprentissage, c'est une bonne question. Sur toi-même. Oui, sur moi-même, c'est ça. Honnêtement, c'est pas... Ben, c'est des choses que je savais déjà, mais que j'ai pu approfondir là-bas. Comme Céline l'a dit, on avait une psychologue qui nous observait. On avait la chance d'avoir jusqu'à 30-40 minutes par semaine avec elle. Puis c'est le rêve de tout le monde de ne pas nécessairement avoir à raconter ses histoires à son psy parce qu'il les voit. Il nous voit, elle nous a vu interagir, puis elle comprend bien qui on est puis qu'est-ce qui s'est passé. Fait que moi, on a pu mettre le doigt sur des choses qui me dérangeaient avant l'aventure par rapport à ma personne, par rapport à comment j'ai été élevé. Je pense que j'ai une enfance incroyable, mais le fait d'avoir grandi en tant qu'immigrant au Nouveau-Brunswick, ça n'a pas été aussi facile que je pensais, peut-être, parce que j'avais pas tant pris le temps d'y penser. Puis aussi, comment j'ai grandi avec mes parents. Je les adore, ils nous ont toujours poussé, moi et mes frères, à être la meilleure version de nous-mêmes. Puis j'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait de ma vie sans eux. Mais ça a quand même créé des blessures au long terme. Puis c'est des choses que j'ai pu travailler avec elles. On parlait d'OD, mais on parlait aussi de beaucoup de comment je me présentais parce que j'avais tellement... Toute ma vie, j'ai eu besoin de... Pas de me vendre à mes parents, mais mes parents, c'est des personnes empreintes d'humilité qui ils nous demandaient toujours plus. Eux, performance, c'est ça. Puis j'ai réalisé en parlant avec la psy là-bas que j'avais associé mon bonheur à la performance parce que c'est là que je voyais mes parents me prendre dans leurs bras ou comme me dire qu'ils étaient fiers de moi. C'était quand je performais, quand je réussissais, tu sais. La dernière fois que mon père m'a pris dans ses bras, j'avais 19 ans, j'ai été pris en médecine, mettons. Fait que, ça a toujours été associé à des choses intenses. Fait que je me disais, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis c'est un peu ça que elle a réalisé dans mes discussions avec les filles. Je mettais un peu trop de l'avant mes belles facettes sans parler de... Juste être moi-même, puis juste parler, puis apprendre à se connaître, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai beaucoup appris là-bas. Là. Ça te rendait-tu un peu inatteignable du fait que tu montres juste tes belles facettes puis tu sois médecin? Comme... Ouais.
quasiment, puis t'es en shape, puis t'es beau, esti. Fait que ça te donnait-tu quelque chose d'inatteignable, tu penses, envers les filles? Ben, je pense pas inatteignable, mais peut-être il y avait une distance qui se créait. On dirait, ils me l'ont dit. Une hiérarchie, genre? Ben, peut-être pas une hiérarchie, mais les filles me l'ont dit que c'était juste. Ils ont utilisé le mot intimidant, mais ce qu'ils voulaient dire, c'est que utiliser trop des bons termes, parler trop de manière sérieuse, ça crée comme une distance. Je pense que ça donne pas envie d'apprendre à connaître la personne. C'est comme si je pouvais pas me montrer vulnérable. Genre. Fait que je pense que c'est plus une distance qu'une hiérarchie ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, qu'est-ce que t'allais dire? J'allais dire peut-être comme pour faire du pouce avec ce que tu dis, c'est comme tu sais, mettons Star qu'on se connaît, puis tu sais, on s'est vu dans un contexte plus casual, tu sais, comme là, je vois le vrai Samy sortir, mais je pense que, tu sais, au début, puis c'est quand même aussi une affaire de première impression, puis quand t'es pas à l'aise avec quelqu'un ou comme tu connais pas encore, tu sais, c'est normal que tu montres pas ta vraie personne, fait que je pense, tu sais, faut pas trop que tu sois dur sur toi-même là-dessus. Non, exact. C'est ça que j'ai appris énormément là-bas. Je travaillais déjà là-dessus avant, mais là, de le voir en pleine télé, puis voir qu'on a 5-10 minutes, puis j'ai de la misère à créer une réelle connexion. Parce que dans la vraie vie, je le voyais, mais un peu moins quand même, parce que, mettons, une première date, on peut avoir 5 heures si on veut. Là. Fait que c'est de voir mais ça m'était déjà arrivé qu'il y a beaucoup de gens qui, en première impression, ils me saisissaient pas ou ils pensaient que j'étais trop dans la performance ou dans le bien paraître, alors que je considère que non, mais en vérité, c'est peut-être que sur 5 minutes, c'est ce que je suis trop occupé à montrer, là, peut-être. Puis comment tu ramènes ça, parce que c'est gros là, comme réalisation. Merci pour ce partage-là, soit dit en passant. Comment tu ramènes ça dans ton quotidien aujourd'hui? Est-ce que ça a changé des choses avec ta famille? Est-ce que ça a changé des choses dans ton dating game? Ça a changé quelque chose dans comment j'ai réalisé que je me mettais une grosse pression quand je parlais avec des nouvelles personnes ou même des gens que je connaissais mais pas assez, que je me mettais trop une grosse pression. Fait que là, je suis plus dans le laisser-aller, on est plus laid back, on parle de tout et de rien. Puis je continue à travailler là-dessus, notamment, tu sais, avec, je vois une psychologue, puis on en parle pour essayer de déconstruire ça, tu sais, de déconstruire le besoin d'être assez, tu sais, juste... Justement, on a parlé ce matin avec ma thérapeute de qu'est-ce qu'on voulait donner comme nom à ce cheminement-là. Puis c'était vraiment juste ça, c'est d'être assez. Parce que j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de choses dans ma vie puis d'avoir accompli beaucoup de choses, puis j'en ai beaucoup à faire encore. Mais tu sais, ça fait longtemps que j'ai réalisé que c'est pas dans l'accomplissement que je vais être heureux, c'est d'être content être content avec ce que j'ai déjà. Fait qu'on dirait que dans mes relations, moi, je me sens plus serein, je me sens plus... je me sens mieux, mais il y a une partie de moi qui se questionne. Est-ce que je me sens mieux parce que les gens sont encore plus intéressés à me parler parce que j'ai fait OD, puis là, j'ai une certaine notoriété, ou c'est vraiment par rapport à qui je suis? Fait que c'est ça comme le questionnement d'après OD, mais on verra bien. On verra bien. C'est gros quand même. I guess. Comme questionnement, non, mais c'est gros comme questionnement de dire comme... OK, je travaille là-dessus, mais est-ce que c'est mon progrès? Ou est-ce que mon progrès est teinté du fait que j'ai fait une télé-réalité? Hey, c'est gros là, pour un être humain. Là, puis comment vous trouvez ça de sortir de là puis de rembarquer dans une vie? Tu sais, on en parlait un peu avant le podcast. Tu rembarques dans une vie. À quel moment tu sens que tu reprends ta vie après une aventure comme ça? Ben, c'est sûr que c'est une adaptation, puis c'est quand même le fun de revoir ta famille puis tes amis puis ça, puis c'est vraiment comme une drôle de chose parce que eux t'ont vu mais toi tu les as pas vus, fait que eux ils savent qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, mais c'est comme le monde comme arrête pas, je vais dire, excuse-moi, je recommence ça. Le monde comme continue quand on a OD, tu sais, comme on est réarrivé puis on a appris plein de choses dans l'actualité ou juste même comme des potins de comme, tu sais, par chez nous, puis ça. Puis c'est quand même une adaptation de comme se remettre dans le monde, de réaliser que comme on a des responsabilités de nouveau, puis de, tu sais, même faire des décisions, comme quand on se parlait de ça tantôt, à OD, tu fais pas vraiment de décision pour toi-même. Tu sais, t'as des nounous qui s'occupent de toi, tu suis l'horaire de la journée, tu sais, c'est vraiment du laisser aller, mais recommencer à comme être un adulte de nouveau, c'est comme une adaptation quand même. Puis je dirais, tu sais, moi, ça m'a pris probablement comme, j'ai environ 2 semaines à vraiment être de nouveau comme acclimatisée à mon environnement. De ton côté? De mon côté, honnêtement, moi, j'ai recommencé à travailler après une semaine.
Je sentais le besoin de recommencer, de sortir un peu de la bulle d'OD, puis de me sentir un peu... pas valorisé, mais... Comme normal. Ouais, c'est ça. De revenir à mon anormal le plus rapide possible. Fait que, honnêtement, autre que mes patients qui font des blagues ou des gens qui viennent me parler dans la vraie vie, j'ai repris ma vie normale. C'est vraiment juste ce que je disais tantôt là, par rapport au fait que le regard des gens il a changé. Mais c'est sûr que les inconnus, ça, on le comprend parce que, bon, ils ont vu à la télé, puis là, ça va durer quelques semaines. Là, mais surtout le regard des gens que je côtoyais avant, il y a quelques personnes, c'est pas tout le monde, là, naturellement, mais il y a quelques personnes qui ont un peu changé. Fait que c'est un peu... c'est juste ça, c'est drôle de... Ben, c'est un questionnement, genre, je sais pas. Est-ce que vous êtes capable de voir des gens qui étaient peut-être moins attirés, pas nécessairement pour une relation, mais qui sont plus attirés vers vous un coup que vous êtes connus? Genre des deux faces un peu? Ou est-ce qu'avant, ils se foutaient peut-être un peu de vous, puis là, un coup que vous êtes connus, c'est comme, hey, là, ils ont plus d'intérêt à venir vers vous? Je pense, moi je l'ai vécu. Je pense qu'apparemment d'autres candidats, c'est arrivé. Il y a beaucoup de monde pendant l'émission. Quand ils parlaient de nous, comme si on était des bons amis, là, puis on se parlait tout le temps. Ah, puis tout ça. Il y a beaucoup de monde qui l'ont vécu, beaucoup d'autres candidats. Fait que c'est vraiment. C'est juste s'adapter parce que moi j'aime tout le monde. Puis tu sais, je jugerai pas quelqu'un qui me parle, puis qui est full gentil après OD. Mais c'est un questionnement qui reste. Est-ce que c'est par rapport à moi-même? Puis il a finalement réalisé que j'étais quand même cool, mais ou c'est à cause du fame, tu le sais pas, mais I guess moi on essaie de pas trop y penser, puis on se dit que tout le monde est genuine, puis on verra bien. Je sais Ça, pas. à partir de là, t'as pas le choix de vivre avec aussi. Là. T'es rendu connu, fait que c'est sûr que c'est ta nouvelle. Ça fait partie de ton évolution d'être connu. Ça a été quoi de friendzoner Mathieu B? Ça a-tu été difficile? Ben écoute, moi dans la vie, d'habitude, je suis une ghoster professionnelle. Samy est vraiment C'est pas typique fière. d'évitant, ça. Non, mais écoute, Je l'ai chicané pendant le show. Là. Je me suis beaucoup améliorée. Je vais être honnête, là. Je m'exprime maintenant. Parce qu'après avoir friendzoné Hey, tu l'as fait plusieurs fois. 3 personnes à OD, je peux fièrement dire que ça, c'est un apprentissage personnel que j'ai fait. En tant que semi-ghosteuse, des fois, j'étais comme go girl. À chaque fois que t'avais la discussion, j'étais comme let's go, you can do it. C'est que des fois, c'est tellement facile de ghoster. Tu sais, là, je change vraiment le sujet, là, I swear, j'y reviens. Parfait. Mais, tu sais, des fois, comme on dirait, tu veux pas répondre, puis là, ça fait 2 jours, puis là, c'est juste plus facile de jamais répondre que de hey, sorry que je t'ai pas répondu, ça fait 2 semaines. Quand t'as ordéré un verre de lait, là, au restaurant, j'ai vraiment pas aimé ça. T'as vécu ça pour vrai, là? Hein? T'as-tu déjà vécu ça pour Non. vrai? OK. Thank Ou God. quand tu demandes ton snap score. Le snap score. Oui, le fameux snap score. Mais non, honnêtement, ça m'a vraiment trotté dans la tête, puis j'étais vraiment stressée parce que je savais que ça allait pas être le fun pour lui, puis tu sais, quand même, je pense que il y avait eu comme de l'incertitude de l'autre bord quand j'avais invité Samy en date. Puis, tu sais, Matt B, je pense qu'il m'appréciait beaucoup. Puis... Il y avait des étoiles dans les yeux quand il te regardait. Je suis tabarnak, ça va te faire mal, mon petit loup. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment une bonne personne. Puis on a reparlé après. Puis j'ai dit, hey, je t'en veux pas. Comme c'est vraiment juste amical. Je pense qu'on a juste peut-être pas les mêmes styles de vie, les mêmes. T'sais. Des fois, c'est juste ça clique ou ça clique pas. Mais c'est sûr, là, tu le vois, le clip à la télé, là, ça coupe. Puis c'est juste moi qui parle. Comme quand je suis stressée, des fois, je ramble un petit peu. Puis. Je me sentais mal, là. J'aimais pas ça. Ça faisait drôle. Ouais, je comprends. Est-ce que tu tripes ces gars vraiment plus vieux que toi? Ou c'est quoi ton homme idéal au niveau de l'âge? Garde-moi pas de même. Je vais être honnête. J'étais comme... Usually, les filles diraient des gars plus vieux, mais là, comme dernièrement, j'étais comme... Les plus jeunes, comme mettons un gars qui est comme 1 an plus jeune, je suis comme... Je sais pas. Ouais. Mais je peux pas expliquer pourquoi. OK. Je suis comme si c'est juste le hasard qu'a fait, mais comme ceux-là que j'ai tombé dessus, ou en tout cas, il y avait comme de la riz. J'étais comme... Ouais, OK, je m'attendais pas à ça comme réponse. Ouais. Est-ce que vous datez activement depuis OD?
J'aime ça comment tu le regardes souvent pour avoir de la validation. C'est ma petite sœur. Samy connaît ma vie personnelle. Oui, mais honnêtement, j'ai vraiment skippé la phase d'avoir du fun après OD. Moi, je suis vraiment comme une certified lover girl dans la vie. Fait que c'est ça. J'ai une petite fréquentation, puis ça va bien. Ouais. C'est très low-key, mais c'est ça. C'est un gars 1 an plus jeune, ça, c'est pour ça que je disais ça. Mais je pense que je suis pas quelqu'un qui participe vraiment à comme hook-up culture, puis comme j'encourage vraiment mes amis ou n'importe qui à le faire, parce que, tu sais, c'est quand même le fun, si ça intéresse les gens, puis c'est quand même des expériences, puis d'apprendre sur sa sexualité, puis ça, tu sais, je suis comme wouhou, mais personnellement, moi, je suis vraiment quelqu'un que pour avoir des rapprochements avec une personne, j'ai vraiment besoin d'une connexion, puis j'ai besoin d'être à l'aise avec cette personne-là. Fait que, c'est ça, j'ai skippé comme la phase de dater, puis comme parler à plusieurs personnes, puis je suis rentrée dans la certified lover girl phase. Toi, mon minou, Tout le plus jeune Québec. ou plus vieille, les filles? Moi, Quand moi même à 28 ans, fait que c'est comme... ouais, entre les deux, hein. Ouais. J'ai pas de critères d'âge nécessairement. J'ai pas de critères d'âge. C'est sûr que plus on descend dans l'âge, moins la personne a eu la chance d'avoir du vécu, de se développer en tant que personne. Là. Fait que c'est sûr que, je dirais que moi, j'avais dit à OD, en bas de 24 ans, pour moi, c'est difficile. Là. C'est juste par rapport aux intérêts, puis pouvoir relate sur les mêmes choses. Là. Parce que Céline, une chose que j'avais trouvé drôle pendant notre voyage au Maroc, on parlait genre juste avant la pandémie, mais moi, je parlais de ma 8e année d'Uni, puis elle parlait de son bal de secondaire. On n'était pas à la même place. Là. Mais tu sais, c'est juste... Puis c'est rien. Moi, Céline, je l'adore, c'est juste un point de vue relationnel que ça fitait moins. Là. Fait que je dirais entre 24 et 33, peut-être, I guess. C'est bon, ça. 34, c'est bien. Je sais pas. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à OD? Non, on peut parfait. bouger. Samy, ça a été quoi ta plus grande difficulté en tant qu'émigrant au Nouveau-Brunswick? Excellente question. Je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais c'est vraiment juste l'intégration, mais aussi moi, je venais d'une famille au Maroc. Dans les premières années de vie, on vivait à 12 dans une maison avec mes grands-parents, oncles, tantes, des cousins. Fait que c'était mes meilleurs amis aussi. Puis la proximité est un peu différente là-bas. Les relations entre les gens, tu sais, les gens, tout le monde s'invite facilement. Tu sais, c'est une proximité rapide avec les gens. Alors qu'en arrivant au Nouveau-Brunswick, on était la première famille d'Arabes. On avait un accent différent, des activités différentes, des intérêts différents aussi. Tu sais, on était peut-être relativement différents, là, je vais le dire une 4e fois. Puis quand je suis arrivé, j'ai sauté une année parce que j'avais déjà vu cette partie-là du cursus avait déjà été vue au Maroc. Puis j'étais déjà un des plus jeunes de mon année normale. Fait que j'étais doublement plus jeune. Fait que c'était comme un melting pot de choses qui ont fait que j'ai de la misère à m'intégrer. Naturellement, surtout dans ces âges-là, entre 5 et 12 ans, c'est tellement important pour le développement de l'enfant. Fait que là, j'avais en général au moins 1 an à 2 ans de plus jeune que tout le monde. Fait que l'aspect immigration, il y a eu l'aspect aussi d'être pas mal plus jeune que tout le monde qui m'a pas nécessairement aidé. Mais je dirais vraiment juste... c'est aussi, même les petites affaires, je pense que c'est vraiment un melting pot, mais les petites affaires que, tu sais, quand on faisait des dîners pizza, je mangeais pas de porc. Fait qu'il y avait plein de choses qui nous mettaient, moi et mes frères, de côté tout le temps. Fait qu'on dirait que c'était comme plein de trucs comme ça. Ça a juste créé, genre... Tu sais, de par tes mœurs, de par tes croyances, il y avait comme des différences qui allaient être là. Exact. Puis ça te faisait sentir différent. Tout à fait. Parce que les mœurs étaient différentes. Puis c'est pas... Puis j'en veux pas à personne. Je pense pas que... Peut-être qu'il y a eu... Je pense pas que c'est du racisme en tant que tel. Je pense qu'ils ont été juste complètement... Toutes les mœurs, les habitudes de vie, le type de blague, des affaires vraiment basiques qui étaient tout à fait différents. Le type de discussion qu'on a avec nos enseignants, c'est pas pareil. Le rapport est vraiment pas pareil. Fait que c'est juste difficile de s'adapter, genre, à une nouvelle culture, là. Puis, quand tu parles du rapport avec les enseignants, ça me rend curieuse. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la plus grande différence? La plus grosse différence... la plus grosse différence... Ben, au Maroc, c'est pas mal plus autoritaire. Okay. Fait que de voir comment... pas le respect que j'avais envers les enseignants, mais c'est
je sais pas comment bien le verbaliser, mais c'est surtout le rapport enseignant vers l'enfant était différent. Fait que c'est peut-être en partie pour le mieux, mais je me rappelle quand j'étais jeune, on pouvait pas faire de plus que qu'on nous apprenait. Fait que c'est juste un petit exemple que j'avais la chance d'être relativement doué quand j'étais jeune. Fait que je finissais mes devoirs ou mes examens rapidement. Fait que j'étais bored. Puis pour me passer le temps, ben, je dérangeais les autres. Fait que c'était un melting pot de... Tout était en place pour que ça n'aille pas bien socialement pour moi quand j'étais jeune, on dirait. Quand est-ce que tu as décidé dans ta vie que tu allais devenir médecin? Je pense que c'était un été 2013, je pense que j'avais 17 ans. J'étais en voyage. Ça tombait que c'est drôle, une chaîne d'hôtels en Floride. Puis il y avait justement sur une télé comme ça dans la chambre, c'est le propriétaire de la chaîne d'hôtels qui parlait que lui était médecin quand il était plus jeune. Puis là, il s'est développé en homme d'affaires. Puis là, moi, mon père est médecin aussi. Puis là, j'ai commencé à en parler davantage avec lui. Puis là, on disait que c'était comme une switch parce que j'étais zéro intéressé par les sciences. Je détestais l'école. Puis du jour au lendemain, on disait que il y a eu une switch qui a fait que je voyais je passais de plus en plus de temps avec mon père. Je voyais à quel point il était passionné par la médecine. Puis lui, il est pédiatre. Fait que sa passion pour aider les enfants, je trouvais ça magique qu'il soit payé pour rendre des services à des gens qui en avaient vraiment besoin. Fait qu'on disait que ça... Je sais pas, on dirait que c'est un déclic comme ça. Puis comme tu dis, tu étais doué, fait que ça a fait 1+1. Ouais, ça l'a aidé, ouais. Okay. Ça l'a aidé, ouais. Céline, c'est quoi la plus grande différence entre un Québécois et un New Brunswickois? Entre autres, l'accent. Oui, ça. Mais... Mais fondamentalement, dans l'intérieur. Bonne question. Différence entre un Québécois et un Néo-Brunswickois. Tu as vécu au Nouveau-Brunswick toute ta vie, mais tu as vécu aussi à Audet avec beaucoup de Québécois. Fait que tu as pu bien oui. expérimenter. Puis, tu sais, comme, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai réalisé, puis tu sais, j'ai habité là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Je pense que il y a certaines, c'est pas tout le monde, mais je pense que des fois, la mentalité de par chez nous, puis moi puis Samy, on a beaucoup discuté de ça parce que moi, où est-ce que je viens de, c'est un petit peu plus gros que là où est-ce que Samy est originaire de, mais quand même, c'est un petit peu similaire dans le sens que comme il y a beaucoup de choses encore que je pense que les gens sont fermés d'esprit dessus. C'est moins proéminent comme chez les gens plus jeunes parce qu'on grandit avec beaucoup d'influence des médias sociaux puis tout ça, mais tu sais, quand même, par exemple, je faisais des choses comme un petit peu sur les médias sociaux, mettons sur TikTok, puis ça, j'aimais beaucoup ça de parler, puis ça, puis je sais qu'il y avait beaucoup de gens de où est-ce que je suis originaire qui jugeaient ça ou qui comme parlaient dans mon dos, tu sais, que comme probablement qui s'envoyaient comme ça, puis t'es comme hey, as-tu vu ça? Parce que comme c'est pas quelque chose qui est beaucoup parlé de, puis aussi beaucoup de, je pense, de choses par rapport à la sexualité. C'est encore tabou, c'est peut-être des préjugés comme cette fille-là a couché avec beaucoup de monde, comme tu sais, comme que c'est vu négativement. Tandis que quand je parle avec des gens, quand je parle avec des gens qui sont originaires souvent de comme des plus grandes villes où est-ce qu'il y a beaucoup d'influence, beaucoup de culture, beaucoup, tu sais, beaucoup plus de, c'est ça, non seulement culturel, mais aussi dans les médias, puis dans comme le quotidien, je trouve que les gens sont plus ouverts d'esprit. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est pas québécois Nouveau-Brunswick parce que, tu sais, au Québec, il y a aussi des régions rurales que c'est probablement comme similaire. Mais je pense que, ouais, ça, c'est quelque chose qu'on a tous les deux discuté de ça. Puis... Pour faire du pouce là-dessus, ben c'est vrai que c'est la différence entre les gars Néo-Brunswickois et Québécois, là, mais c'est vrai qu'en général, ben, vous savez que dans les grandes... Plus on grandit plus on grandit en termes de ville, en termes de population, ben le spectre de culture, de personnalités différentes, il fait juste s'agrandir. Fait que c'est sûr que les gens, leur esprit est plus ouvert, ils sont plus exposés justement aux différences. Puis on est complètement teinté par notre environnement. Fait que c'est peut-être qu'on se retrouve un peu plus là. Puis toi, mettons, ça te fait du bien de te retrouver à Montréal où ce que t'es moins une minorité que dans ton patelin d'où ce que tu deviens? Ou tu vois pas vraiment de différence? À Québec? Ouais, à Québec, il vient à Montréal aussi. Oui, tu sais. Oui. Moi, je viens de Québec puis je vois vraiment une différence
Québec, on dit que c'est une grosse ville, mais moi, je vois que c'est un gros village. Exact. Puis quand j'arrivais à Montréal, je voyais qu'il y a beaucoup de différences, puis le monde ne va pas juger ça. Mais à Québec, dès que t'es différent, soit que t'es pas infirmière ou que t'es pas menuisier, si tu te fais juger, tu sais. C'est vrai que... c'est vrai que c'est... Là, je suis rendu très bien dans ma vie. Mettons, autant que quand je suis au Nouveau-Brunswick qu'à Québec, j'apprécie énormément ça. Mais je l'ai réalisé à OD parce que j'avais jamais eu d'amis immigrants. Puis c'était Joannel, mon meilleur ami là-bas. Puis Anthony aussi, là, qui vient de Lévis. Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est la première fois que j'avais un ami immigrant. Puis là, j'ai réalisé, crème, il me semble que c'est quelque chose qui manque peut-être un peu à ma vie. Genre, j'adore mes amis du Canada, sont incroyables. Mais vraiment de retrouver cet aspect... culturel-là, différent un peu, là, vraiment, ça fait du bien. C'est le fun. Dans ton métier de médecin, est-ce que tu vois que ton ethnicité peut apporter une différence ou des jugements ou c'est... Ben, ça, c'est un gros dossier là, que je sais pas si on va ouvrir, là, mais on peut en parler. Mais moi, je l'ai jamais senti personnellement. Parce que je suis un homme, je mesure plus ou moins 5 pieds 11, puis j'ai la chance de quand même bien paraître, mais il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux qui viennent d'ailleurs, soit qui sont dans la diversité, soit ethnique ou de morphologie, qui ont vraiment moins de respect, justement, de la part autant des patients que des collègues. Fait que je trouve, en tout cas, mon expérience personnelle, c'était plus en termes de encore, malheureusement, de quoi tu as l'air. Tu sais, tu peux être immigrant, tu peux être immigrant, puis si tu parais bien, c'est correct, mais si tu parais pas bien, ben là, tu viens de voler une place en médecine à quelqu'un d'autre. C'est ce que moi, je l'ai pas vécu, mais j'ai vu ça aller, puis je trouve que c'est vraiment déplorable, je dirais. Y a-t-il vraiment une grande différence entre les hommes et les femmes dans la médecine? Oui, vraiment. Là, moi, ça m'a pris du temps à le réaliser, sans parler que moi, j'ai eu la chance d'avoir des très bonnes amies filles, ce qui m'a ouvert un peu l'esprit à une vision différente. Puis il y a beaucoup de mes amies filles qui sont résidentes en médecine dans diverses spécialités, qui ont été dans beaucoup d'hôpitaux différents. Fait que c'est pas nécessairement juste un hôpital ou un service particulier, mais qui ressentent beaucoup la pression puis une compétitivité avec soit les infirmières ou les autres médecins. Que nous, les hommes, on sent pas nécessairement, puisqu'on est en minorité, on dirait que tout semble bien aller, tout le monde est gentil avec nous. Fait moi, j'ai longtemps pensé que c'était la norme, là, jusqu'à ce que je parle avec des amis qui ont eu des mauvaises expériences avec soit des infirmières ou, par exemple, ou des inhalothérapeutes qui sont un peu plus hostiles. Je pense pas que c'est méchant, mais on dirait que c'est cette compétitivité-là entre femmes qui peut-être est un peu nocive dans le milieu de l'hôpital de ce que j'ai vu, là. Est-ce que tu penses que c'est parce que la médecine a longtemps été un milieu d'hommes, que là, les femmes veulent faire leur place, puis que ça installe une certaine compétitivité qui peut être un peu malsaine entre elles? Ben, c'est ce que j'ai l'impression, oui. C'est ce que j'ai l'impression. Puis je pense aussi, c'est ça, il y a tellement juste eu des médecins hommes pendant longtemps que là, qu'il y ait des femmes médecins, c'est comme, j'ai l'impression que peut-être les autres corps de métier se sentent pas nécessairement intimidés, mais qui se disent « OK, est-ce qu'elle se pense meilleure que moi parce qu'elle est médecin? » Il y a eu... J'ai l'impression que c'est ça, alors que nous, à l'école, en médecine, on nous a vraiment éduqués en nous disant, tu sais, on n'est pas meilleur que personne, là, on a besoin de tout le monde qui est à l'hôpital, de l'entretien ménager jusqu'au directeur, tout le monde a une égale importance, puis on se traite avec respect. Mais je pense qu'avant, c'était pas nécessairement le cas quand on voit rien contre les médecins des anciennes générations, mais il y avait plus une hiérarchie à ce moment-là. Puis je pense que mes collègues féminines ils ont un peu le restant de ça. Le restant de ça, malheureusement. Est-ce que toi, tu le vois, ça? Je pense que moi, mon expérience a été vraiment positive avec les médecins. J'ai entendu des histoires, tu sais, que comme des médecins peut-être plus âgés, que ça fait plus longtemps qu'ils pratiquent, tu sais, c'est encore la tradition comme le médecin arrive, lève-toi, donne-lui la chaise. Mais honnêtement, où est-ce que je travaille, on est vraiment chanceux. Les médecins c'est des orthopédistes. Puis il y en a d'autres aussi, mais entre autres des orthopédistes souvent que je travaille avec. Puis je trouve que moi, je suis encore une jeune infirmière, je suis encore en train d'apprendre, mais j'observe, mettons, mes collègues plus expériencés parler avec les médecins, puis c'est vraiment comme une relation, comme un entraide. Tu
Tu sais, souvent, même, les médecins vont demander pour des conseils aux infirmiers parce que, veux pas, c'est nous qui côtoient le patient 24 heures par jour. Le médecin fait sa ronde ou fait la chirurgie, tu sais, pour une petite fraction du temps. Fait que je pense que c'est vraiment comme une collaboration entre les deux, puis moins une hiérarchie au jour le jour. Ça a été quoi ton plus grand défi dans ton parcours d'infirmière? Dans mon parcours d'infirmière, je pense que c'était... C'est sûr que le baccalauréat, c'est vraiment tough, juste dans le sens comme les stages. Tu sais, comme à ton nursing, faut pas juste que tu sois book smart, faut vraiment que tu sois capable de t'adapter aux imprévus parce que tu peux planifier ta journée sur papier, tout connaître sur ton patient, puis que comme, tu sais, t'arrives super préparé en stage, puis tu sais, il y a un imprévu qui arrive, puis toute ta journée change, puis tu sais, c'est juste de s'adapter à ça, puis gérer son stress parce que tu sais, t'es surveillé comme genre, pas 24 heures sur 24, mais tu sais, mettons, tout le long de ton stage, il y a quelqu'un qui te regarde, qui t'évalue. Fait que ça aussi, ça ajoute un stress. Fait que je pense que c'est quelque chose que j'ai amené avec moi dans ma pratique maintenant que je suis diplômée, c'est de pouvoir m'adapter quand il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu dans ma journée ou qu'il y a un petit stress ajouté, tu sais, de prendre un moment puis comme me leveler puis me ramener à terre puis dire, tu sais, c'est correct, comme on va faire ça une étape à la fois puis ça va être OK, là. Est-ce que tu penses que le métier d'infirmière est sous-estimé? Oui, je pense que oui. Je pense que les gens savent pas comment beaucoup de choses qu'on fait. On porte plusieurs chapeaux comme infirmière, tu sais, non seulement de prodiguer les soins puis donner les médicaments, mais c'est souvent je veux pas dire un psychologue, mais tu sais, mettons quelqu'un, une oreille qui écoute, un épaule, le shoulder to cry on. On est là avec les patients quand ils reçoivent des nouvelles difficiles, quand ils reçoivent des bonnes nouvelles. J'ai toujours l'idée de comme un des patients que j'ai eu pour des nombreux mois, puis lui était à l'hôpital, il avait été très malade, il avait été aux soins intensifs, puis je l'ai vu de son arrivée des soins intensifs jusqu'à ce qu'il est parti. Puis c'était juste vraiment beau de faire ça avec lui. Puis tu sais, comme de voir à quel point il était reconnaissant. Puis sa famille aussi était reconnaissante. Parce que je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on parle pas beaucoup. Mais en nursing, on en parle beaucoup. On apprend non seulement comment traiter le patient, mais comment traiter la famille aussi. Parce que ils sont une grande partie, tu sais, du modèle de soins. Puis comment on va procéder. Puis c'est ça. Non, c'est vraiment... Je pense que les gens savent qu'on travaille fort, mais des fois, j'aimerais ça qu'ils nous voient au travail. Oui, mais honnêtement, pour continuer là-dessus, je pense que les gens ils réalisent pas l'importance des infirmières dans un hôpital. Moi, je pourrais jamais faire mon travail si les infirmières n'étaient pas là, autant à l'urgence qu'en médecine familiale. J'haïrais ma job là, s'il n'était pas là, vraiment. Là. Honnêtement, le contact avec le patient, ça arrive souvent qu'une infirmière me dit « Hey, est-ce qu'il t'a dit ça? » Parce que souvent, justement, les patients ils se sentent plus à l'aise à parler avec l'infirmière vu que vous passez plus de temps avec eux. Fait que c'est primordial, puis c'est souvent des informations qu'on pense pas nécessairement aller chercher parce que ça n'a pas rapport avec le problème. Puis on réalise souvent que, justement, ils sont pas mal plus ouverts à parler avec les infirmières. Fait que, puis aussi, la qualité aussi de... Beaucoup de monde pense que les infirmières sont là pour donner les médicaments, mais les infirmières sont formées pour proposer aussi aux médecins, puis quel type de médicaments donner. Puis là, ils connaissent vraiment leurs médicaments par cœur, à quelle heure qu'ils les donnent. Fait que souvent, c'est elles qui notent ou qui proposent. Fait que c'est des choses que les gens, pas qu'ils dévalorisent, mais qu'ils savent pas. T'sais, ils pensent qu'il y a encore la mentalité... que le médecin dit à l'infirmière quoi faire, puis elle le fait, alors que c'est pas du tout ça. Fait que il faut déconstruire cette mentalité-là, puis de dire qu'on travaille tous ensemble, puis c'est pour le bien du patient. Là. Puis c'est drôle parce que je pense que les préjugés, des fois, sont pas là comme la part de la société, mais des fois, c'est les patients, tu sais, comme j'ai déjà côtoyé, puis tu sais, c'est rien contre eux, c'est juste, je soigne une clientèle qui est souvent plus gériatrique, fait que c'est quand même les manières plus anciennes, puis tu sais, je comprends ça. Mais tu sais, j'ai eu souvent des patients qui voulaient pas parler à moi, ils voulaient parler au médecin. Mais tu sais, j'étais comme, hey, comme le médecin, je sais pas à quelle heure il va passer, là, tu sais, comme toi, t'as besoin de l'aide tout de suite. Mais comme, je pense que, tu sais, des fois, c'est la clientèle plus âgée, des fois, qui a comme un petit peu plus de préjugés sur les infirmières. Je pense que la société d'aujourd'hui voit probablement à quel point, tu sais, le rôle de l'infirmière a évolué à travers le temps.
Puis, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes en soins infirmiers? C'est sûr qu'on va pas se mentir, c'est majoritairement un milieu féminin. Mais moi, j'ai eu la chance pendant mon préceptorat, qui est comme le dernier gros stage, c'est un stage de 4 mois avant de devenir infirmière. Puis c'est comme un stage que tu deviens peu à peu autonome. Mon précepteur, c'était un infirmier, puis il est tellement intelligent, comme je l'adore, c'est vraiment beau de le côtoyer, puis je trouve qu'il montre un bel exemple pour les hommes en soins infirmiers, puis tu sais, comme hey, ça se fait, puis tu sais, ça n'en prend aussi parce que, tu sais, des fois, il y a des patients qui sont plus à l'aise quand c'est un homme, tu sais, ou des choses comme ça, puis je trouve que ça amène que c'est un milieu qui a autant d'hommes que de femmes. Idéalement, un jour, ça serait vraiment le fun, puis qu'il y ait comme pas autant cette stigmatisation-là que comme le métier infirmier, c'est pour les femmes, parce que c'est pas vrai. Puis y a-tu cette compétition-là, puis cette hiérarchie-là entre femmes dans le milieu des infirmières? Je pense pas, non. Je pense que les soins infirmiers, c'est... Puis que ça se ressentait à l'université aussi, c'est pas un milieu qui est beaucoup compétitif, je dirais, parce que premièrement, il y a beaucoup de jobs. Fait que, tu sais, c'est, mettons, comme ma sœur, tout de suite, a fait son baccalauréat en kinésiologie, mais là, comme, elle ressent la compétition parce qu'il y a juste certaines positions d'allouer. Mettons, c'est comme ça un petit peu comme médecin, tu sais, c'est pas tout le monde qui se fait accepter en médecine. Tandis qu'en sciences infirmières, je pense que c'est un domaine qui est beaucoup en demande. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu aies les notes, il faut que tu travailles fort pour te rendre. Mais je pense que à travers ton baccalauréat, tu es tellement habitué d'aider les autres puis de faire de l'entraide que je pense qu'on a amené ça avec nous dans la profession. C'est sûr que des fois, il y a les petites chamailles comme d'hôpital puis ça, mais je pense pas que c'est entre hommes puis femmes. Je pense que c'est juste que comme tout le monde a son différent style, comment il travaille, puis des fois, je pense que c'est tellement un environnement qui est haut en stress que comme ça peut faire des petits clashs des fois. Oui, puis c'est intéressant, parce que j'avais fait des petites recherches avant le podcast sur le sujet. Ça dit qu'en soins infirmiers, il y a 85 % des personnes qui y travaillent sont des femmes. Fait qu'on n'est vraiment pas encore là au niveau de l'égalité. Au niveau des personnes qui reçoivent les soins, on a une perception neutre de la personne qui va offrir les soins dans les soins infirmiers. Oui, il y a des gens qui vont préférer, si, mettons, je suis un homme, peut-être que j'aimerais mieux avoir un homme, l'insertion du cathéter ou des trucs, c'est ça? Oui, de la sonde, là. Mais en général, les gens sont neutres par rapport à ça. C'est plus quand on arrive au niveau médecin que ça tend à changer, parce que ça a tellement été un milieu d'hommes pendant longtemps que souvent, on va accorder une grande valeur aux médecins hommes. Puis les femmes ont encore un peu besoin de se battre à ce niveau-là. Oui, mais je l'ai vécu souvent à l'hôpital. Quand j'étais en stage, soit à l'externat ou à la résidence, j'allais avec la patronne qui me supervisait pour parler aux patients, puis les patients me parlaient à moi, puis pas à elle. Puis c'est arrivé plusieurs fois. Fait que ça, c'est quelque chose de social qu'il faut déconstruire. Ouais. Puis je pense qu'il faut commencer il faut éduquer les jeunes principalement par rapport à ça, mais ouais, c'est absurde. Puis juste mettre un petit bémol sur ce que je disais tantôt, par rapport... Moi, je l'ai plus vu au Québec, excuse. La sorte de rivalité entre infirmières et résidentes femmes. Je l'ai plus vu au Québec de mon expérience personnelle. Mais c'est vrai que au niveau hiérarchie, moi, je le vois presque plus. Niveau hiérarchie entre médecins et infirmières, moi, c'est quelque chose que j'adore qui n'existe plus. Là, c'est quoi la plus grande... J'aimerais que tu nous dises c'est quoi que la plus grande qualité qu'un médecin doit avoir, puis c'est quoi la plus grande qualité qu'un infirmière doit avoir? Je pense que la plus grande qualité qu'un médecin doit avoir... Je vais dire général, puis là, je vais dire une préférence personnelle. Je pense que personnel, je vais dire la patience, juste parce que, mettons, moi, j'adore un médecin qui va m'écouter, même si des fois, tu sais, je suis nouvelle, puis comme, tu sais, des fois, il y a des affaires que, comme, je parle au médecin, puis je suis pas la plus, comme, tu sais, tac, 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 tu sais, je regarde mon précepteur parler au médecin, puis il sait exactement quoi dire quand, puis s'il faut que tu l'appelles là, tu sais, moi, mettons, non. Fait que je trouve ça nice, des fois, des médecins qui sont comme, hey, comme, tu sais, c'est correct, parle-moi, puis ça. Mais je pense que ça enchaîne aussi mon prochain point, tu sais, comme un bon sens de l'écoute. Tu sais, il y a des médecins, je pense que dans le passé, peut-être, moi, j'ai pas vécu ça, mais comme, j'ai entendu des échos, tu sais, que comme, ils n'écoutent pas vraiment quand les infirmières leur parlent, probablement plus dans le vieux temps pis ça. Mais je pense que c'est ça que j'apprécie des médecins que je côtoie, c'est que c'est des gens que comme tu leur parles, ils sont vraiment comme écoute active, puis comme tu leur dis hey, ce patient-là, il file pas, OK, je vais faire quelque chose pour ça, puis comme tu te sens
valorisé parce que comme tu peux mettre ton point de vue dans le plan de soins du patient. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais je pense que les deux qualités, je pense qu'on devrait avoir la qualité d'un médecin et d'une infirmière, ça doit être les mêmes. C'est de savoir, c'est de bien connaître, c'est de savoir qu'on ne sait pas tout, puis d'être ouvert justement à la rétroaction ou aux propositions. Mais c'est ça, moi, ce que j'aime le plus personnellement d'une infirmière, ou d'un infirmier, parce qu'il y a quand même 15% d'hommes, c'est vraiment quelqu'un qui n'hésite pas à s'embarquer dans le plan de traitement. Parce que souvent, quasiment tout le temps, c'est d'excellentes idées, puis ça pousse la réflexion, parce que la vision est différente. Là. On n'est pas assis dans le même fauteuil, on n'a pas le même nombre de temps. Souvent, on a 4 à 5 fois moins de temps avec le patient que l'infirmière. Fait que vraiment ça, la proposition puis la proactivité, je dirais, c'est ce que moi j'aime personnellement le plus chez les infirmiers. Le système de santé est en déficience. C'est quoi ton plus grand défi en tant que médecin dans ce réseau de santé-là? Le plus gros défi, c'est de regarder. Vu que moi je suis médecin de famille, c'est plus de la première ligne. Fait que bon, je vais sortir les chiffres, mais je pense que 80-85% de mes patients, c'est moi qui s'en occupe. J'ai pas besoin de les référents en spécialité. Mais c'est de regarder quelqu'un qui souffre depuis des années, qui a besoin de voir idéalement le spécialiste bientôt, là, puis lui dire, quand il me demande sincèrement ça va prendre combien de temps, puis je lui dis, écoute, honnêtement, ça va prendre 1 à 2 ans. Puis ça, c'est ce que je trouve difficile dans mon rôle, parce que même, tu sais, moi, je peux plus rien faire, mais j'ai la chance d'avoir plusieurs amis spécialistes, je les texte, puis on s'entraide beaucoup là-dedans, fait que je les appelle, puis là, je leur dis, hey, il verra pas le spécialiste ça va un bout, mais qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire? Mais c'est ce que je trouve difficile. C'est quelqu'un qui vit avec des symptômes qui briment leur qualité de vie, puis leur dire, écoutez, c'est plate, mais le spécialiste, ben, ils font tellement d'urgence. Aussi, c'est pas de leur faute, là, les temps d'attente. C'est pas parce qu'ils sont en train de jouer au golf. Là, il y a tellement de patients, il y a tellement peu de spécialistes, tellement peu de médecins. Fait que ce serait ça, je dirais, le plus difficile. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le système de santé concrètement, Doc? Hey, ça, c'est pas. J'ai pas la prétention de savoir, honnêtement. Je pense qu'il y a tellement d'enjeux budgétaires. C'est difficile de se mettre dans la peau de M. Dubé, là, vraiment, par rapport à ça. Puis je veux pas. Je m'avancerai pas. Bonne réponse de politicien. T'as-tu encore de la place sur ta liste de patients ou t'es plein? Moi, c'est sûr que moi, je travaille au privé, malheureusement, pour plusieurs raisons. Mais notamment, rien contre le gouvernement encore là, mais il y a tellement de contraintes que les gens ne savent pas pour les médecins de famille. Moi, je voulais travailler à Québec au public, mais il faut aller chercher une sorte de licence spéciale qui s'appelle un PREM. Il y en donne environ 10 à 15 par année pour 200 à 300 applicants. Puis même si on a la chance d'avoir un PREM, c'est un peu c'est encore le gouvernement qui décide ce qu'on fait de nos journées. Ce qui est quand même très contraignant. Puis c'est pour ça notamment qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont au privé pour avoir plus un peu de contrôle. Tu sais, je pense qu'on est chanceux quand même dans ce qu'on fait. Moi, je suis ultra fier d'être médecin et d'avoir cette chance-là, mais en même temps, c'est que OK, moi, m'envoyer un Bécomo, je connais personne, puis qu'on me dise, OK, ben, tu fais une journée de CHSLD, une journée de soins à domicile, une journée d'urgence, puis de me faire dire quoi faire, c'est que c'est pas bon pour moi, puis c'est pas bon pour les patients non plus. Moi, mes forces sont vraiment dans le bureau et dans l'urgence. Fait que c'est pour ça notamment que je suis au privé au Québec. C'est plus payant au privé ou au public? Au privé, c'est plus payant en termes de prix par patient. C'est plus payant. Moi, je peux voir 2 patients pour faire le même salaire qu'un de mes collègues, il faut qu'il envoie 6 à l'heure. Mais en même temps, voir 6 patients à l'heure, c'est inhumain un peu. Là, chaque personne a 10 minutes, puis là, ils ne se sentent pas nécessairement écoutés. Il y en a qui peuvent le faire, puis qui sont excellents à le faire, là, ça, je dois le dire. Mais il y a tellement une pression de débit au public qui est pas soutenable pour personne. Fait que... T'as l'impression de déranger ton médecin, là. Exact. Moi, beaucoup de mes patients au privé, ils ont des médecins au public, mais ça prend 3-4 mois à les voir à cause du manque de médecins. Puis est-ce que je participe au problème moi en allant au privé, fait qu'il y en a moins au public? C'est sûr que j'ai une part de responsabilité là-dedans. C'est juste que moi, je me suis dit, je veux avoir le temps avec mes patients, je veux leur offrir le 30 minutes que tout le monde mérite, malheureusement, que pas tout le monde peut avoir. Mais ouais, c'est ça.
Céline, j'aimerais que tu nous parles de comment que le système de santé qui est déficient affecte ta profession d'infirmière. Je pense que nous, les infirmières, ça nous affecte. C'est vraiment comme un effet boule de neige. Fait que la pénurie d'infirmières, donc le manque de personnel, fait que tout de suite, on a besoin d'avoir des charges de patients, des grosses charges de patients qu'on devrait avoir. Mettons, moi, en orthopédie, c'est une unité de médecine active. Puis habituellement, je devrais avoir, dans un monde idéal, de 3 à 4 patients pour vraiment être capable de faire la totalité des soins, puis pouvoir tout faire sécuritairement, quote unquote. Puis, tu sais, c'est rendu, peut-être, j'ai déjà vu des chiffres que j'avais 8 patients à ma charge. Puis, ça fait en sorte que, comme, c'est souvent certaines affaires qu'on n'a pas le temps de faire, notamment les soins d'hygiène puis ça. Fait que c'est pour ça qu'on est vraiment chanceux d'avoir des préposés. Mais c'est sûr que la qualité des soins, pour une infirmière, c'est surtout travailler des chiffres comme ça peut venir aussi beaucoup fatigant sur le corps. Surtout que nous, mettons, s'il y a quelqu'un qui rentre pas le soir, il y a une des infirmières qui est forcée à faire un 24 heures. C'est genre un tirage, hein? Nous autres, c'est comme... Ouais, ça dépend. Des fois, il y a des gens qui vont se porter volontaire, mais c'est comme si tu étais la dernière à le faire. Pointé, c'est ça le terme qui est utilisé au Québec. Ouais, ça se peut. Mais, tu sais, c'est un petit peu fou quand j'ai appris ça parce que, tu peux pas refuser, mais tu peux signer un formulaire pour dire « Je n'étais pas à l'aise de faire ça, fait que s'il y a quelque chose qui arrive, je déclare que j'étais fatiguée. » Puis, c'est la triste réalité des systèmes de santé, puis c'est, comme... C'est là où est-ce qu'on en est rendu. Puis, tu sais, comme tout le monde le sait, puis, tu sais, on essaie de faire quelque chose pour ça, mais c'est que c'est ça qui est plate parce qu'il y a déjà une pénurie, puis les conditions de travail sont tellement exigeantes physiquement puis mentalement qu'il y a de plus en plus d'infirmières qui perdent cette passion-là pour le travail parce que c'est pas qu'est-ce que ça devrait être. Puis aussi, tu sais, ça cause un petit peu un burn-out. Ben, pas un petit peu, beaucoup, tu sais, des burn-out, puis ça, c'est ça, surtout, je pense, avec la pandémie, il y a beaucoup d'infirmières qui ont vu ça, tu sais, la charge mentale qui vient avec ça, puis tu sais, les gens qui peuvent pas voir leur famille. Ça rend ça difficile pour les conditions de travail, puis si je peux me permettre, je sais que tu allais parler, je m'excuse, tu sais, moi, j'ai fait de la consultation un à un pendant longtemps, puis je te dirais que 80% des femmes qui venaient me consulter, c'était des infirmières, ça adonnait comme ça, là. Mm-hmm. Puis on parlait pas du tout de la sphère intime ou de la sphère relationnelle. Je faisais du counseling pour le milieu de travail, là, littéralement. T'sais, c'était comme, ça prenait tellement toute leur vie. T'sais, ça affecte à la maison aussi. Là, après ça, tu viens me voir parce qu'il y a un écart de désir dans ta relation. On creuse un peu. C'est un symptôme de ce que tu vis au travail. Exact. Parce que tu es brûlé. Les chiffres, justement, j'en avais une qui travaillait... à travailler avec des gens qui avaient des TPL, les troubles de la personnalité. Tu sais, c'est quand tu parles de sécurité aussi, tu sais, quand tu as 3 patients à gérer qui sont en crise versus 5 puis qu'il n'y a personne pour venir te protéger. Tu sais, quand tu t'offres le soin, c'est vraiment quelque chose, là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, on voit souvent ça, mettons, comme dans les médias passés, comme à un moment donné, l'année passée, il y avait une infirmière que... Je sais pas ce qu'elle a fini par aller en prison, mais je sais qu'elle se faisait poursuivre en cours parce qu'elle avait donné le mauvais médicament à un patient. C'était aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Eux, je pense qu'ils se font payer plus, mais ils n'ont pas, mettons, la couverture légale que nous, on a comme infirmière. Moi, je paye pour ma licence, mais je paye aussi pour comme... Tu sais, des aspects légaux qui me protègent, qui protègent ma licence. Mais tu sais, elle, c'est ça, c'est qu'elle était en train de faire du overtime, puis elle était très fatiguée, puis tu sais, elle l'avait verbalisé plusieurs fois, puis c'est ça, ça arrivé qu'elle a fait un accident, puis c'est des choses qui peuvent arriver, tu sais, comme... C'est pour ça, tu sais, comme je fais vraiment attention quand je fais mes choses, puis je révise 5 fois, mais tu sais, comme... Je peux voir, là, tu sais, comme quand tu fais beaucoup d'overtime, t'es fatigué, là, c'est vraiment facile de faire des petites erreurs, puis tu sais, c'est plate que comme... Ouais. Ah oui, tout à fait. Puis, Vas-y. Mais pour continuer là-dessus, c'est vrai que c'est primordial que l'infirmière fasse attention parce que ça nous arrive aussi, les médecins, on n'est pas parfaits. Des fois, on prescrit pas, peut-être notre décimale n'est pas claire ou on la met à la mauvaise place. Fait que, c'est important que l'infirmière qui est déjà rendue à sa 10e heure de travail sur 12, qu'elle soit quand même sharp, mais là, faut qu'elle fasse un 24 heures.
en plus du fait que, bon, là, elle peut pas aller chercher son enfant en garderie. Il y a quand même une grosse charge mentale. Puis ce que je trouve plate, c'est que tout ça, ça fait que ça se répercute aussi sur les inscriptions au cégep puis à l'université en sciences infirmières. C'est tellement un emploi qui est magnifique, c'est ultra valorisant, c'est un beau travail, mais c'est plate. C'est comme les enseignantes aujourd'hui, le monde ne s'inscrive plus à cause des charges, à cause de la charge de travail qui s'est rendue dangereux. Ça n'a aucun sens. Là. Puis juste par exemple, moi, en étant étudiante en sciences infirmières, comme le blabla qui était autour de ça, c'était « ouf, bonne chance » ou comme, tu sais, même venant des infirmières qui pratiquaient déjà. Puis tu sais, c'est comme, t'es même pas encore rendu là, puis tu te fais dire ça comme « bonne chance »,« hey, ça va être tough ». Puis ça, c'est comme, c'est pas vraiment encourageant, puis c'est plate parce que je suis certaine que si les conditions de travail seraient idéales, puis qu'on trouverait des solutions, tu sais, là, ça serait pas ça qui serait le langage qui entoure cette profession-là. Samy, Céline, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu. On va continuer sur Patreon. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux? Pas mal partout. Instagram, TikTok. Puis C'est on encore écrit Céline quoi? OD officielle? Oui. Instagram, c'est Céline Audio officielle, puis TikTok, c'est Céline J. Giroir. Puis toi, mon minou? Moi, principalement sur Instagram, je pense pas que je vais avoir un jour un TikTok. Pas le temps. Ben, un gros merci. C'est vraiment intéressant d'apprendre à vous connaître, oui, à travers votre expérience OD, mais à travers vos expériences humaines ailleurs que OD, dans votre profession notamment. Donc, un gros merci. Puis moi, j'ai plein de questions sur la sexualité, ce qui se voit là, en médecine, puis tout ça. Là, j'ai des questions. On s'en va sur Patreon. Party fucking go, mes petits minous. Merci d'avoir été là sur le podcast le plus profond au Québec. Venez nous rejoindre sur Patreon. Comme Anne m'a dit, on va parler sexualité. Je sais que vous aimez ça. Aussi, oubliez pas Pizza Salvatore, la meilleure pizza en ville. Abonnez-vous à notre page YouTube, Instagram, TikTok. On est partout. On se dit à une prochaine. Merci beaucoup. T'es comment au lit, Samy? T'es vraiment... Moi, je suis au lit. Ouais, t'es straight. T'es-tu un coquin, tu sais? Est-ce que vous êtes abstinent à OD? Puis je parle même, tu sais, au niveau du plaisir personnel. Je le disais souvent, j'étais intimidée par toi, mais c'était pas parce que t'étais médecin, c'était parce que, tu sais, je voyais que t'étais quelqu'un de vraiment intelligent, puis tu utilisais des mots fancy. Je trouve qu'il y a quelque chose que chez l'homme aussi qui m'a pas assez parlé. On en avait parlé avec les gars à OD, mais malheureusement, ça n'a pas passé à la télé, mais vraiment, la pression de performance est quand même assez présente, tu sais. Puis tu sais, ça, c'est toutes des affaires que, comme par chez nous, tu dirais ça, puis comme on serait comme « Oh my God! »